Et pour clore, en fait, la peur finalement existe dans les deux camps, euh, mais chacun à travers son scénario, c'est-à-dire que tous les deux en fait ont une peur atroce de perdre cet amour et de ne pas être aimé autant qu'ils le souhaiteraient ou qu'ils l'attendent. Et, euh, comment dire, c'est le point commun en fait, l'un des points communs qu'ils ont entre deux, c'est évidemment toujours, ce sont des scénarios de peur là-dedans. Il n'y a aucune quiétude, aucune sérénité, ni chez la victime, ni chez le bourreau. Il ne faut pas s'imaginer que le bourreau, le dominateur, est satisfait de son sort. C'est pas du tout le cas. Je veux dire, pour moi, une personne qui est satisfaite de sa situation et de son sort, c'est une personne qui est dans une totale quiétude. Et il n'y a pas plus de quiétude chez le dominateur que chez comment dire, le soumis ou la soumise. Donc c'est une situation en fait qui engendre beaucoup de stress de part et d'autre et ce qui laisse à dire qu'en fait c'est vraiment un facteur pathogène, la peur, à la fois pour le soumis autant que pour le dominateur ou la dominatrice et le soumis. Voilà. Alors, chez le dominateur ou la dominatrice, en fait, le niveau émotionnel, en fait, plutôt oui, il y a une grande instabilité émotionnelle et les émotions, en fait, sont extrêmement puissantes. Euh, et comment dire, la seule façon de, alors toutes les émotions évidemment sont le panel en fait d'une seule et même émotion qui est la peur, mais qui se subdivise en fait en plusieurs formes de peur, avec des émotions très violentes euh, dans l'esprit du dominateur ou de la dominatrice. Et finalement, dans son état d'esprit, c'est évidemment l'autre qui est responsable de cette situation. Alors, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein, parce que dans les relations classiques, c'est exactement comme ça aussi que ça fonctionne. Et dans les relations amicales, dans les relations aux parents, dans les relations aux voisins, aux amis, enfin aux proches, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous souffrons, donc nous avons des émotions X ou Y, et nous considérons que c'est l'autre qui est évidemment à l'origine de cette souffrance, ce qui est évidemment une totale illusion. Là, ça prend d'autres proportions dans le cas de relation de dominant-soumis. C'est que ça peut en effet engendrer des catastrophes, hein, comme physiques, avant même de penser à la mort. Ça peut être des mâchoires cassées, des yeux qui sont abîmés. Ça peut, voilà, ça peut emmener quand même à des souffrances certaines, parce que le dominant ou la dominante, en fait, continue à s'imaginer que la personne soumise est à l'origine, en fait, de ses émotions, de sa frustration, de ses inquiétudes, et que forcément, bah, c'est l'autre qui doit être, si en fait le dominant ou la dominante veut voir ses émotions en fait se calmer, eh bien il est obligé, elle est obligée de en fait contrôler l'autre en permanence pour éviter d'être mis en face d'émotions qui le ou la submergent. Donc voilà, colère, frustration, déception, mécontentement, ça c'est quelque chose que le dominant ou la dominante ne veut pas voir surgir dans sa tête. Parce que pour lui c'est, comment dire, insupportable. Donc le meilleur moyen de mettre fin à l'insupportable dans son esprit, c'est évidemment de contrôler l'autre de façon à ce que l'autre ne soit plus jamais la source
de cette colère, de cette déception, de cette frustration, de ce mécontentement. Par ailleurs, il existe aussi chez le dominant en fait l'idée que l'autre doit devenir en fait comment dire, le prolongement de lui-même. Ben forcément, il faut que l'autre soit exactement conforme à son système de pensée, à son système de valeurs, à son système de référence. Parce qu'il n'y a que comme ça que finalement il va obtenir comment dire, une tranquillité d'esprit. Donc l'autre doit évidemment petit à petit adopter ses valeurs, adopter ses opinions, ses principes, et de façon à ce qu'il y ait une continuité, un prolongement, euh, pour pas qu'il y ait de vagues, tout simplement, pour pas que l'autre ne soit, pour pas que le dominateur ou la dominatrice soit déçu, irrité, stressé, et j'en passe, c'est des meilleurs. Voilà, donc nécessité en effet de formater l'autre à ce qu'on est soi-même, c'est-à-dire à sa façon de penser, sa façon de voir, ses valeurs, ses opinions, etc., etc., etc. Voilà. Et évidemment, le dominateur ou la dominatrice va essayer dans cette relation d'user en fait de tous les stratagèmes possibles euh, pour pouvoir arriver à ses fins. L'important, c'est que l'autre se conforme exactement en fait à ce que le dominateur ou la dominatrice attend. Voilà, c'est ça le plus important pour pouvoir trouver en fait un espèce de semblant de quiétude en fait qui ne durera jamais puisque de toute façon malgré les efforts du soumis ou de la soumise euh, ça ne va jamais parce que c'est deux égos différents, deux façons de réagir aux situations de manière différente, avec des envies différentes, des besoins différents. Donc ça ne fonctionnera évidemment jamais. Le dominant ou la dominante ne trouvera jamais le repos auquel elle aspire et l'amour auquel il aspire parce que la situation ne sera jamais en fait sans vague. Il y aura toujours quelque chose qui sera une source de stress potentiel. Du côté soumis et soumise, en fait, le soumis ou la soumise en fait va se sentir en permanence coupable de tout. Donc ça c'est pas compliqué. Euh, toutes les tout ce qui arrive, de toute façon, il ou elle se sent absolument fautif. euh, et son dominateur va lui rappeler sans arrêt en effet cette règle. Et, euh, et du coup, forcément, si le dominateur ou la dominatrice est en colère, évidemment que la victime va, enfin, le soumis ou la soumise, va évidemment se sentir totalement coupable de cette situation. Elle ne va, pour la plupart du temps, jamais remettre en question cet état de fait. Euh, Ça, c'est, on va dire, la dominante chez le soumis ou la soumise. C'est que tout est absolument de sa faute. Donc elle tente par tous les moyens, évidemment, de coller aux attentes au maximum de l'autre. Et, comment dire, et va même tenter jusqu'à de les, comment dire, anticiper les attentes de son dominateur ou de sa dominatrice, eh bien de façon justement à éviter le pire, c'est-à-dire qu'elle aurait l'impression de mériter finalement presque, puisque euh, en tentant d'anticiper, évidemment, ce que le soumis ou la soumise tente d'éviter, c'est évidemment les coups, c'est les répercussions, les punitions qu'elle trouve presque légitimes, puisque elle pense avoir fait absolument tout de travers et encore jamais rien comme il faut. Donc, évidemment, on voit où se situe totalement
l'erreur d'appréciation, hein. Mais c'est comme ça en tous les cas que la victime, on va dire, le soumis ou la soumise, en fait, pense les choses. Elle est absolument responsable tout le temps, coupable de tout, tout le temps. Et c'est elle qui est responsable de la colère de l'autre, de sa frustration, de son irritation, de son mécontentement, de sa déception. Donc voilà, c'est elle qui est toujours à l'origine, il ou elle est toujours à l'origine de tout ça. Alors il existe évidemment à tout ça, à tout ce scénario qui est absolument, pour les deux en fait, absolument pathologique, hein, parce que on a tendance à décrier beaucoup le bourreau, le dominateur ou la dominatrice comme étant la pire des saloperies, euh, et à toujours plaindre la victime. Moi, je plains les deux. Je veux dire, les deux sont à plaindre. Il n'y a pas l'un ou l'autre. Je veux dire, ils sont dans une relation absolument, encore une fois, pathologique. C'est-à-dire que ils obéissent tous les deux en fait à des injonctions mentales pour en fait arriver à quoi? Eh bien, en fait, arriver à être aimé ou à quémander cet amour au lieu de peut-être d'arriver à être aimé ou d'être satisfait dans cette forme d'amour. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'un et l'autre, ils sont dans euh, euh, comment dire, dans cette recherche et quémandent en fait auprès de l'autre à leur façon cet amour. Mais il y a vraiment quelque chose de pathologique puisqu'on en arrive en effet à une situation de violence extrême euh, parce que les deux protagonistes en question euh, n'ont jamais été dès le départ au clair euh, avec finalement euh, l'amour et quels sont les ingrédients qui rentrent dans la notion d'amour de manière factuelle. Voilà, donc c'est en ça que c'est un peu pathologique, mais encore une fois, il n'y a pas, je veux dire, davantage à plaindre l'un et l'autre. Les deux sont à plaindre puisque de toute façon, ce sont deux personnes de toute façon profondément en, en quête d'amour, donc malheureuses, qui n'ont pas trouvé le bonheur à l'intérieur d'eux-mêmes et qui en fait ont besoin d'une relation aussi délétère soit-elle pour pouvoir en fait définir véritablement ce qu'elles recherchent. Et ce qu'elles recherchent à l'extérieur, elles vont d'abord devoir le trouver à l'intérieur d'elles-mêmes. Tous les deux obéissent à des injonctions intérieures plus qu'à des injonctions extérieures. Ils sont tous les deux vides d'amour qu'ils espèrent voir comblés par l'autre et ont besoin finalement d'une relation comme celle-là pour pouvoir en fait définir ce qui est bon pour eux, ce que en fait ils cherchent véritablement au sein d'une relation. Alors les pensées racines, les voilà, je vais les décrire pour chacun des deux protagonistes, aussi bien pour le, le soumis ou la soumise en fait que pour la dominatrice ou le dominateur. Euh, il y a évidemment des pensées racines en fait qui s'exercent en chacun des deux. Et ce sont ces fameuses pensées racines en fait qui vont tirer les ficelles et rendre la personne comme le pantin d'elle-même. C'est-à-dire que les pensées racines sont suffisamment puissantes pour que les injonctions des pensées racines en fait puissent contraindre la personne en fait à croire à cette pensée racine et à, comment dire et
à s'y conformer et y obéir. Et donc la première pensée racine comment dire, du soumis ou de la soumise, c'est la honte. Voilà, c'est-à-dire que, pardon, c'est-à-dire que il ou elle voit bien en fait que la situation, évidemment, comment dire, il y a quelque chose d'assez quand même qui reste assez logique chez l'être humain, c'est-à-dire que et c'est là où naît la dualité d'ailleurs, et c'est là d'où naît le conflit. C'est-à-dire que la personne voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel là-dedans, que de se faire taper dessus, c'est pas vraiment en fait ce qu'elle cherchait, mais qu'en même temps, elle n'arrive pas à s'y soustraire. Euh, et la première en fait des pensées racines qui fait surface à ce moment-là, c'est la honte. Alors je vais prendre des exemples comme ça, mais je ne vais pas tous les énumérer parce que, parce que d'abord, il y a autant de pensées racines qu'il peut y avoir d'individus maltraités, et de pensées racines, autant de pensées racines que d'individus maltraitants. Donc du coup, il y a 100 000 raisons en fait pour l'un et pour l'autre euh, qui poussent en effet l'individu à agir dans ce sens-là. Il faut encore une fois bien comprendre qu'une pensée racine, c'est l'équivalent d'un argument. Un argument qui vient justifier la situation. Ça vient justifier la situation parce qu'il faut il faut rendre cette situation tolérable, ou alors lui donner un sens. Et la pensée racine vient donner ce sens. C'est-à-dire que oui, ce que tu vis, il y a quelque chose de pas très équilibré dans l'histoire, tu reçois des coups, mais en même temps, pour qui tu vas passer si jamais tu racontes à l'extérieur ce que tu subis. Et là, en effet, du coup, la pensée racine est en train de justifier la situation. C'est-à-dire que, ah oui, oui, je vais tellement avoir honte bah, que finalement, il vaut mieux en rester là et rester dans cette situation-là. euh, Parce que bah, c'est impossible à raconter à mes proches ce que je vis parce que c'est pas possible. Je vais passer pour le dernier des imbéciles ou la dernière des imbéciles. Je vais passer pour, je vais avoir une image de moi extrêmement dégradée si en effet j'en viens à avouer ce que je subis de la part de mon mari ou de ma femme. Voilà. Donc ça va être en fait une pensée racine qui, dans la tête de la victime, du soumis ou de la soumise, en fait, va continuer à exercer une pression chez la victime pour supporter l'insupportable. C'est-à-dire que impossible, incapable de dépasser la honte parce que justement la personne va, comment dire, s'imaginer dans sa tête ce qui pourrait se passer si elle venait en fait, il ou elle venait à avouer ce qui se passait. Donc, ou voire même s'avouer à soi-même. Mais néanmoins, l'histoire de la honte suffit en effet à, on va dire, fermer le cercle vicieux qui fait que les choses vont continuer. Voilà, ça c'est une des premières pensées racines. C'est un exemple qui fait que la personne ne sort pas du cercle vicieux. Donc, la même chose évidemment avec les jugements, hein, parce que si la personne se dit, bah, finalement, euh, c'est peut-être pas la honte qui va prendre le dessus, mais en fait c'est la peur d'être jugé, bah, c'est pareil en fait. On retombe sur le cercle vicieux, c'est-à-dire que je continue à être maltraité, à être frappé, à être brutalisé, parce que en fait je ne peux pas le dire à qui que ce soit, même à la police, parce que de toute façon j'ai trop peur d'être jugé. Et j'ai pas envie de passer pour le dernier des derniers ou la dernière des dernières en allant dire ce qui se passe, en allant raconter ce qui se passe, parce que voilà, j'ai trop peur de me prendre des jugements
Donc finalement, la peur d'être jugé est beaucoup plus puissante que le fait d'avoir une mâchoire cassée. Ça paraît paradoxal, mais c'est comme ça que fonctionnent les pensées racines. Et on voit en fait à quel point, là je parle bien de la victime, hein, de ce qu'on appelle la victime, et on voit bien en fait qu'elle obéit sans cesse à ce genre d'injonction mentale. Donc en fait, elle n'est pas tant soumise à une situation de terreur de la part de son conjoint, elle est plutôt terrorisée par ce qui se passe dans son mental. Son conjoint n'est que le miroir de son propre système. Il y a aussi des, comment dire, des soumis ou soumises qui s'imaginent que la puissance de leur amour euh, va permettre à l'autre de changer. Alors ça aussi, ça peut durer des lustres, hein. C'est-à-dire que jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, vraiment, c'est vraiment le cas, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui s'imaginent que leur amour, en fait, leur dévotion, euh, leur gentillesse, à un moment donné, l'autre va s'en apercevoir, quoi. Il va bien ouvrir les yeux. Je suis tellement aimant, tellement aimante pour lui, pour elle, que tout ça, ça va changer. Il va se rendre compte, elle va se rendre compte, elle va réaliser. Il va y avoir un changement. Ça va pas durer. Alors ça aussi, hein, ça peut. Voilà, on voit encore comment ça aussi, c'est une pensée racine qui hante l'esprit de la personne et fait qu'elle supporte ou il supporte l'insupportable. Euh, Jusqu'à ce que, évidemment, cette pensée racine finisse par s'écrouler. Ou pas, d'ailleurs. Parce que bien souvent, dans l'histoire, c'est qu'il n'y en a pas qu'une. C'est qu'il y en a deux ou trois comme ça qui s'entremêlent et qui s'auto-ficellent l'une à l'autre et qui continuent à fermer le cercle vicieux dans lequel la personne est enfermée. Alors, il y a une autre pensée racine, hein, qui est je ne suis pas assez méritant, assez méritante. C'est pour ça finalement que je me fais taper dessus. C'est parce que je fais pas assez d'efforts. Euh, euh, je ne suis pas assez compréhensif. Je ne suis pas assez compréhensive. Euh, je dois faire mieux. Je dois m'améliorer. Je dois être encore une fois plus gentil, plus aimable, plus doux, plus serviable, plus voilà. C'est la liste n'est pas finie. C'est-à-dire que il y a l'idée que ben voilà, je ne suis pas assez méritant, donc c'est normal que je me prenne des coups. Alors certes, c'est peut-être un peu violent par moment, mais bon, c'est parce que quelque part, non, non, faut que j'en fasse davantage. Donc vous voyez, ça aussi, c'est une pensée qui vient hanter la tête de la personne, se disant, alors si en plus on rajoute à ça la culpabilité, vous voyez, ça, hop, 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 ça va très vite. Ça plus, oui, mais enfin si tu le dis, qu'est-ce qui va se passer? Non, non, tais-toi, continue à subir. Euh, bon, bah, tu le mérites après tout, hein, t'as pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, ça, trois pensées racines suffisent parfois en fait à à convaincre la personne en fait à rester dans la situation dans laquelle elle est. Alors il peut y avoir aussi l'idée de rester dans cette situation puisque l'autre en fait représente l'être idéal en fait qu'on souhaitait rencontrer dans sa vie. Alors c'était le cas au début, hein, évidemment. Euh, voilà, quelles que soient les valeurs que la personne portait, euh, et quel que soit finalement ce que l'autre lui trouvait, eh bien il s'avère que on ne peut pas rompre cette relation parce que l'autre représente exactement l'idéal d'amour qu'on s'était fixé, l'idéal de personne avec qui on voulait vivre, voilà, et puis et on fait fi en fait de la violence parce que justement on est en train de se dire que bah oui mais enfin c'est quand même la personne idéale. Euh, de même qu'il peut y avoir aussi, comment dire, la pensée, une autre forme de pensée qui est que si je pars de cette relation,
Mais je suis tellement con, conne, moche, etc., etc., mais qui vais-je trouver d'autre? Voilà, parce que ça aussi, c'est implanté dans l'esprit de la personne, c'est-à-dire que, encore une fois, l'opinion qu'elle a d'elle-même n'est pas dévalorisée du fait de la situation qu'elle vit et les violences exercées sur soi. L'image péjorative que la personne a d'elle-même était déjà là avant que la relation existe. Encore une fois, quelqu'un qui a une relation à soi-même qui est équilibrée, c'est-à-dire une image de soi acceptable, plutôt agréable, une notion de l'amour qui est bien définie en soi, ce qu'on attend, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et bien fait que cette personne pourra en effet croiser le destin d'un prétendu bourreau, mais en fait passera son chemin puisque elle s'apercevra très vite que le bourreau n'a pas les valeurs qui sont communes et que l'autre porte. Donc si en effet à un moment donné euh, la prétendue victime en arrive à cette image dégradée d'elle-même, c'est parce que c'était déjà le cas avant. Si ça n'avait pas été le cas, en fait, elle se serait rendue compte de qui était en face d'elle et que les valeurs ne correspondaient pas, que la notion de respect n'y était pas, que la notion de partage non plus. Alors, quid de la notion d'intimité, quid de la notion de confiance, etc., etc. Elle se serait bien rendue compte qu'à un moment donné, quelque chose cloche. Or, ils ou elles ne peuvent pas s'en rendre compte parce que cela n'existe pas en eux avant. Donc, évidemment, la question se pose, c'est-à-dire que quand une personne se dit oui, bah voilà, de toute façon, je pourrais jamais rencontrer quelqu'un d'autre parce que voilà, je suis trop con, je suis trop conne, je suis trop moche, je suis trop bête, euh, je suis pas intelligente, j'ai pas fait d'études, je suis pas intéressante, euh, quand je parle, j'ai rien à dire, euh, quand j'essaye de faire de l'humour, ça tombe à plat, je ne suis pas drôle. Euh, je, je n'ai rien à apporter à l'autre. Enfin, vous voyez, la liste peut être longue, mais suffisante en fait pour convaincre la personne de rester en fait dans la relation, même si en effet ça se paye au prix de je me fais taper dessus. Voilà. Et on a aussi évidemment l'exemple qui est que ça se joue plus par rapport à la société, c'est-à-dire à l'image qu'on a en société, c'est-à-dire que on peut très bien être un couple totalement, encore une fois, pathologique, avec, euh, euh, avec des violences qui s'exercent, et en même temps en société ne pas du tout présenter cette image, mais au contraire avoir des retours, des regards tellement émerveillés d'un couple idéal, et la personne se dit mais je peux pas dire du jour au lendemain ce qui se passait dans notre couple, je peux pas partir, ça serait l'aveu en fait, le désaveu qu'on n'est pas ce couple idéal. Donc les personnes se raccrochent en fait à ça, c'est-à-dire que pas possible de dépasser ce stade-là, c'est-à-dire l'image sociale, parce qu'on est tellement vu comme un couple idéal à l'extérieur et qu'il faut garder cette image en soi. Et on se fout de savoir si en fait on est complètement malheureux. C'est pas grave, on continue. Voilà, tout va bien. Et aussi bien d'ailleurs pour la personne qui brutalise, hein. C'est-à-dire que lui ou elle aussi sait qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'à un moment donné, dans les moments de répit, la personne se rend bien compte que taper l'autre comme ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a un sentiment de frustration qui naît parce qu'il y a quelque chose qui ne coule pas de source. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas d'aller chercher les pensées racines qui entraînent les actes, puisque, encore une fois, selon le bouddhisme,
tibétain, hein, un acte ne vient pas comme ça, plim plam ploum, tout seul du ciel, hein. Il est évident que l'acte est ni plus ni moins la conséquence d'une cause qui s'appelle le système de pensée, hein. Donc tout ça vient en effet du système de pensée. Donc il y a bien derrière un système de pensée qui entraîne des actes, aussi bien d'ailleurs pour le bourreau que pour la victime, pour les renommer ainsi. Alors, chez maintenant le bourreau, le dominateur ou la dominatrice, en fait, voilà, il va y avoir par exemple une pensée racine qui va sans arrêt revenir à la charge dans l'esprit de la personne qui est que l'autre ne fait pas assez d'efforts. Ne fait pas assez d'efforts pour mériter son amour, n'en fait pas assez, donc n'en fait pas assez pour m'éviter de me stresser, n'en fait pas assez pour m'éviter d'être irrité, d'être déçu, d'être mécontent, d'être en colère. Donc du coup, ce qui justifie les coups par-dessus ça, c'est-à-dire que le bourreau a sans arrêt dans son esprit l'idée que l'autre le fait exprès, le fait vraiment exprès. L'autre n'a rien compris. C'est-à-dire qu'il a beau s'expliquer avec les coups et dire maintenant, voilà, c'est comme ça que je veux que tu sois, l'autre apparemment n'a pas l'air de comprendre. Et le bourreau, en fait, va avoir sans arrêt cette pensée racine dans la tête que l'autre, en fait, fait tout pour se faire taper dessus. Que l'autre ne fait pas assez d'efforts et que ces efforts, en fait, c'est de la mollesse, c'est un manque de volonté en fait de sa part de vouloir faire des efforts. Donc c'est pour ça que finalement le bourreau en fait trouve ça justifié finalement, enfin arrive à justifier ses actes. C'est comme si l'autre en fait faisait un peu exprès en fait de vexer, d'être dans la vexation, voilà, et que du coup forcément ça mérite correction, punition. C'est voilà, c'est il faut que l'autre soit sanctionné de n'avoir pas compris totalement en fait, de ne pas s'être conformé totalement en fait aux attentes du bourreau. On voit à quel point en effet les deux sont soumis à leurs propres injonctions intérieures et que voilà, ils se font miroir mutuellement. Euh, dans la relation, euh, comment dire, ils ne pourraient pas prendre conscience en fait de ce qui euh, 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 de ces limites en fait qu'ils s'imposent l'un et l'autre s'ils ne se rencontraient pas. C'est justement dans la confrontation des limites en fait qu'on peut prendre conscience de nos limites et où est-ce qu'elles sont et de pouvoir justement plus on en est conscient, plus en fait on peut travailler sur quelque chose qui est conscient. On ne peut pas travailler sur quelque chose dont on n'a pas conscience. Par conséquent, les deux en fait se donnent rendez-vous par amour en fait quelque part, mais pas celui auquel après ils courent. Mais finalement, c'est la vie qui les met l'un en face de l'autre parce que ils ont besoin l'un et l'autre de prendre conscience de leur propre scénario limitatif. C'est-à-dire que il y a, je veux bien être aimé, mais il y a des conditions. Et en fait, il serait plus simple d'aller à cet amour inconditionnel qui est en soi, qu'on trouve en soi. Seulement, voilà, avant d'en arriver là, il faut prendre conscience qu'à un moment donné, on est en train de quémander de l'amour à quelqu'un qui ne vient pas sous la forme qu'on attendait vraiment, mais dont on se contente quand même. Voilà, en attendant de prendre conscience qu'à un moment donné, c'est peut-être pas ça qu'on veut. Donc évidemment, le bourreau en fait ne supporte pas d'avoir le sentiment d'être rabaissé de quelque manière que ce soit. Donc euh, si à un moment donné il se sent en effet rabaissé dans une situation ou une autre, évidemment qu'il va tenter de reprendre le dessus d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc euh, toute tentative d'anticipation de la part de la victime, on va dire, euh, de réflexion personnelle, etc., etc., est quelque chose en fait qui est mal perçu par le bourreau puisque euh, le bourreau lui veut absolument ne veut pas ressentir que la personne en fait ait pu
avoir une idée plus intelligente que lui. Donc voilà, ou qu'elle. Donc du coup, ça aussi, voilà, c'est il a l'impression d'être abaissé. En tous les cas, il y a quelque chose dans sa tête qui lui inspire cette idée, cette pensée, et ce qui va justifier derrière pour lui les coups, quels qu'ils soient, ou en tout cas la violence psychologique ou physique. Voilà. Alors évidemment, à tout ça, comment dire, il y a évidemment un travail à faire de part et d'autre, et, la situation, en fait, la rencontre est faite dans ce but-là. Là, il y a en effet, j'ai énuméré des pensées racines pour l'un comme pour l'autre, mais en fait, il y en a plein d'autres, hein, et il peut y en avoir des tas d'autres, hein, ça peut être parfois des pensées racines assez simples, hein, du style ma mère avait raison finalement que les filles sont perverses, euh, ou inversement d'ailleurs, mon père avait raison, ma mère avait raison que les mecs sont des pervers, etc. Enfin, c'est tout, en fait, toutes les idées reçues qu'on a de l'autre dans une relation, et toutes les peurs, en fait, toutes les pensées finalement qui sont rattachées à une peur sont valables, hein. Donc, il faut se méfier de l'autre, etc. Oui, mon père a déjà été trahi par sa femme, alors du coup, donc du coup, ben voilà, tous les scénarios sont possibles. De toute façon, il y a plein de pensées racines qui peuvent rester scotchées, comment dire, dans le mental, et tourner en boucle tant qu'en effet, elles ne sont pas, comment dire, décortiquées et vues et conscientisées. Maintenant, il existe en effet des axes de réflexion euh, que le bourreau peut se poser comme question. Par exemple, le bourreau peut très bien se poser la question de savoir ce qui le terrifie le plus, en fait, finalement, dans cette histoire, hormis le respect de soi, le sentiment d'être rabaissé ou pas rabaissé, mais finalement, qu'est-ce qui le terrifie le plus? S'il se posait absolument la bonne question, finalement, ça pourrait permettre derrière de tirer la ficelle de la plotte et commencer en effet à désamorcer les choses. Euh, Ce qui terrifie évidemment le plus notre bourreau, eh bien, c'est le sentiment d'impuissance qui est sous-jacent à tout ça. Puisque, encore une fois, euh, la démonstration d'une puissance physique n'est que l'aveu d'un sentiment d'impuissance beaucoup plus profond. C'est-à-dire que la personne ne sait pas comment faire dans cette relation autrement qu'en assénant des coups. Euh, à chaque situation qui le renvoie à une difficulté émotionnelle, le bourreau ne trouve pas d'autre solution que de taper pour en fait avoir le contrôle sur son environnement. C'est la seule façon dont il a de pouvoir répondre pour pouvoir en fait calmer ses angoisses profondes. Parce que son angoisse la plus terrible qui en effet le terrifie, c'est son sentiment d'impuissance. Il le sait. Il le sait, mais il veut pas aller voir en fait. Il veut pas aller chercher ça. Mais ça pourrait être une piste pour le bourreau que d'aller en fait sentir en fait son sentiment d'impuissance, que d'aller contacter ça. Parce qu'alors, du coup, ça serait pour lui la voie d'une prise de conscience importante, un début de travail, un début de voilà de plot qui pourrait se dérouler. C'est-à-dire qu'en se contentant de ressentir en fait son impuissance, eh bien, c'est en étant en effet conscient de celle-ci que petit à petit, il pourra réfléchir en fait à comment répondre autrement aux situations qui le stressent et qui le poussent à ce genre d'acte. Donc ça peut être aussi une voie pour lui de travail. De la même manière que il dénonce sans arrêt finalement la malveillance chez son conjoint ou sa conjointe,
sans en fait regarder en fait une seule seconde la forme de parano qui existe chez lui ou chez elle. Le, le bourreau a une forme de parano, c'est-à-dire que il s'imagine qu'il est tout le temps rabaissé, jugé, humilié, etc. Il est toujours aux aguets par rapport à ça. Personne ne doit l'humilier et surtout pas son compagnon ou sa compagne. Donc pas d'humiliation, pas de vexation, pas de jugement, parce que voilà, ça pourrait égratigner et il dénonce sans arrêt finalement cette malveillance chez l'autre au lieu de voir qu'en fait c'est lui qui projette ça sur l'autre, que ça lui appartient en propre, qu'en fait c'est lui qui se juge et que cette parano c'est lui qui la porte. C'est donc bien lui qui en effet use de jugement à son égard et c'est lui qui finalement se rabaisse tout seul. Et la preuve en est, c'est qu'il se rabaisse en effet à taper quelqu'un et que en fait il voit pas à quel point il se dénigre tout seul en faisant ça, il nuit à son image au possible, il nuit à l'être qu'il est et, et il préfère en fait voir ça chez l'autre que de le prendre en charge chez lui ou chez elle. Donc ça, ce sont des voies de réflexion en fait intéressantes chez le bourreau. Du côté de la victime, en fait, ou du soumis ou de la soumise, ce qui serait intéressant, c'est voilà, d'aller contacter finalement l'image hyper dégradée que la personne a d'elle-même. Ça permettrait en effet euh, comment dire, de reconsidérer, en prenant conscience de l'image dégradée qu'elle a d'elle-même, de reconsidérer cette image et en tout cas de pouvoir consciemment travailler dessus dès lors qu'en effet on prend conscience de quelque chose. C'est encore une fois, je le répète, le meilleur moyen de pouvoir travailler dessus. On ne peut pas travailler sur quelque chose dont on n'a pas conscience. De même aussi, aller voir aussi et contacter son sentiment d'insécurité, hein, puisque en fait ce qui la pousse à rester, ce qui le ou la pousse à rester dans cette relation, c'est évidemment ce niveau d'insécurité totale, sans compter derrière le besoin de conformisme, le besoin d'obéissance. Hein, bon, bref, en tous les cas, le niveau d'insécurité est vraiment sous-jacent à sa façon de penser la relation à l'autre. Et au moins, ça pourrait donner une piste de travail. Alors encore une fois, hein, les pensées racines, sont aussi évidemment des moyens de pouvoir travailler. C'est-à-dire que la personne peut être en capacité de remettre en question en fait la façon dont elle se perçoit elle-même, mais aussi la façon dont elle se perçoit à travers la relation, et donc la façon dont elle perçoit la relation ou qu'elle perçoit l'autre dans la relation. Donc c'est aussi une façon comme une autre de travailler sur les choses et de devenir plus conscient. Une chose est sûre et elle reste certaine, c'est que personne ne peut venir combler le manque d'estime et le manque d'amour pour soi. Ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut trouver en soi, à l'intérieur de soi, mais que personne d'autre ne peut vous apporter. Tous les compliments de la terre ne serviront à rien si vous estimez être la plus la, si vous estimez être une merde finie, excusez-moi du terme, mais encore une fois, j'essaye de trouver des mots forts, mais c'est ça. Il n'y a que vous, en fait, qui pouvez restaurer cette image euh, à, votre, à votre endroit. Et alors vous allez me dire, bah oui, mais par exemple, quand on est, euh, comment dire, reconnu par quelqu'un pour son talent, etc. Oui, mais c'est quelque chose qui reste de surface. C'est pas quelque chose qui s'inscrit profondément. Profondément, il reste toujours un doute. C'est ça le problème du fait de la reconnaissance extérieure. C'est qu'il reste toujours un doute à l'intérieur. La personne se dit oui, bon, bah c'est bien, mais c'est peut-être pas un peu exagéré, c'est peut-être faux, c'est peut-être consensuel finalement tout ça, c'est peut-être pas sincère.
Et c'est pour ça qu'il n'y a pas mieux que pour avoir une estime, comment dire, qui est restaurée en soi, comment dire, une image de soi. En fait, il n'y a rien de mieux que de la restauration intérieure. Et l'extérieur ne pourra toujours avoir qu'un impact très limité et temporaire. Donc ce qui sous-tend à tout ça, évidemment, c'est, parce que ça n'est jamais évidemment décrit, euh, enfin, décrié clairement dans la société lorsqu'on voit en effet des procès pour, comment dire, pour, euh, qui ont lieu dans le cadre en effet des violences conjugales, mais c'est qu'il y a véritablement en fait une dimension spirituelle totalement absente. C'est-à-dire que la personne n'est pas du tout en contact avec son être profond, ce qui pourtant l'aurait grandement aidé, voire même éviter en fait d'en arriver à de tels extrêmes, aussi bien d'ailleurs d'un côté que de l'autre, hein, j'entends toujours, hein, pas simplement du côté de la victime. Euh, ce manque de dimension spirituelle, voilà, amène aussi à ce genre d'expérience. Et en fait, pourquoi? Parce que justement, à travers, encore une fois, ce qu'on ne veut pas et ce qui ne nous plaît pas, on peut définir ce qu'on cherche véritablement. Ce qu'on cherche n'est jamais à l'extérieur mais à l'intérieur. Et ce manque, en effet, cette absence de spiritualité, finalement, de connexion, cette connexion avec cette dimension d'amour supérieur, c'est quelque chose qui vous nourrit de l'intérieur. C'est quelque chose, c'est cette même dimension d'amour, en fait, de vérité, en fait, qui vous apporte des réponses, qui apporte des réponses à vos questions. Dès lors que vous vous en posez, évidemment, parce que ça aussi, il faut évidemment savoir s'en poser et savoir douter en fait de son propre système de, d'échelle de valeur, dans son système de référence, son système de représentation du monde. Mais en tous les cas, il y a cette sagesse à l'intérieur qui est là pour nourrir l'individu, qui est là pour le guider, le porter, euh, comment dire, combler les vides et les manques. Et en fait, ils viennent bien de l'intérieur et non de l'extérieur. Donc ce qui est à déplorer aussi souvent, c'est finalement c'est ce manque euh, de contact finalement avec cet être supérieur qui permettrait en effet eh bien, déjà en fait de commencer à se poser des questions et puis d'attendre que les réponses viennent de l'intérieur en soi. Les réponses viennent toujours, de toute façon, quoi qu'il en soit, elles peuvent venir de l'extérieur, hein, une ligne que vous lisez dans un livre, une phrase qu'on prononce à la radio, à la télé, une phrase que vous entendez de quelqu'un dans le bus, dans le métro, sur le trottoir, mais il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit c'est ça que j'attendais et c'est la réponse que j'attendais. Mais quelque chose à l'intérieur de vous sait que c'est ça que vous attendiez, qui d'un seul coup vient combler en effet la, la question. Et, et faut-il encore avoir cette connexion, cette dimension? Alors évidemment, on est dans une société où euh, il n'y a que l'ego qui existe, le moi, le surmoi, le subconscient, l'inconscient, et j'en passe et des meilleurs. Et euh, comment dire, euh, il y a une absence totale de dimension divine là-dedans. La société a perdu sa dimension divine, et en particulier les couples qui vivent dans cette dimension de violence, qu'elle soit psychologique ou physique. Et même s'il y en a en effet qui, dans les violences psychologiques, s'imaginent être dans une relation, dans une dimension spirituelle, elle est avérée dès lors que elle est
il y a des démonstrations et pas seulement la théorie. C'est-à-dire qu'encore une fois, une, une spiritualité avérée, c'est une spiritualité qui, encore une fois, où il y a les ingrédients nécessaires que j'ai nommés dans toute la vidéo. Euh, Respect de l'autre, confiance, bienveillance, échange, partage, écoute. Ça, ce sont des choses qui sont factuelles. C'est pas juste, comment dire, une opinion. Euh, cette dimension spirituelle, donc voilà, manque énormément dans notre société et on la retrouve évidemment dans des scénarios comme ceci, où là, évidemment, voilà, il y a que le moi qui existe, hein, comme je disais, voilà, où selon les scientifiques, le cerveau est le centre de la conscience. Lol. Euh, Parce que alors si c'est le cas, bah, c'est terminé pour l'avenir de l'humanité, hein, c'est fini, hein, plouf, on plonge. Parce que si c'était le cas, eh bien dans ces cas-là, d'où les bouddhistes tirent leur enseignement supérieur? Mystère. Euh, non, enfin soyons plus sérieux, c'est qu'à un moment donné, au-delà de l'ego et puis du cerveau qui gérerait l'ego, qui serait le centre d'une pseudo-conscience, voilà, il y a quand même autre chose. Et force est de constater que ce qui se passe chez ces couples-là, en effet, la démonstration de cette absence de spiritualité, de cette coupure avec le cœur, avec le divin en soi. Et c'est juste une démonstration, voilà, c'est juste la preuve que cette absence existe. Alors, comment en effet s'assurer que nous sommes tirés d'histoire? Comment s'assurer que nous sommes extirpés, comment dire, d'une situation définitivement? Comment s'assurer qu'on ne retombera jamais dans les schémas anciens? Eh bien, la réponse est toute simple, en fait. Euh, c'est quand nous sommes capables d'expliquer, en fait, comment nous nous sommes leurrés dans cette situation. Quand nous sommes capables, en capacité de pouvoir expliquer quels sont les schémas qui nous ont en fait tirés vers le bas, quels sont les schémas mentaux qui nous ont, on va dire, euh, servi un peu de carotte pour, comment dire, nous pousser dans nos agissements. C'est le repère en fait, c'est le seul repère que nous ayons pour s'assurer qu'en effet nos schémas sont bien derrière nous. C'est quand nous avons véritablement conscience que ce sont ces schémas précis qui nous ont finalement guidés dans nos réactions. C'est lorsque nous sommes vraiment capables d'expliquer en profondeur quels sont les mécanismes qui, comment dire, ont permis à une situation de se pérenniser. Lorsque nous sortons de ce schéma-là, nous sommes capables d'expliquer en fait ce qui nous y a enfermés. Donc ça c'est d'une part, et d'autre part, c'est quand une fois que nous sommes sortis de ces schémas, il y a une véritable ce qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une véritable joie. C'est-à-dire que non seulement on sait qu'on en est, comment dire, extirpé, on sait que ces schémas ne reviendront plus, mais en plus, il y a ce sentiment en effet d'être vainqueur en fait, d'être le héros de de sa propre histoire. Et là, en fait, se dégage en effet, euh, comment dire, une, euh, une grande satisfaction à l'intérieur de soi. Il y a une grande joie qui émerge. Euh, on sait qu'on est arrivé à se vaincre soi-même et on n'est plus dans la dénonciation en fait de ce qu'a pu dire ou ce qu'a pu faire l'autre, quelle qu'en soit la portée. La victime meurt en nous,
à partir du moment où nous sommes véritablement devenus conscients de nos propres schémas qui nous ont tirés vers le fond. Et que lorsqu'on est capable d'expliquer ça, il y a une véritable, vraiment une vraie satisfaction d'avoir pu mettre en lumière tous ces schémas qui nous ont pendant tant d'années en fait finalement enchaînés. Il y a un sentiment de délivrance véritablement. Et ce qui fait que ça ne nous donne pas du tout envie de regarder l'autre comme étant en effet un bourreau, mais plutôt comme quelqu'un qui finalement a été notre serviteur, car c'est il ou elle, cette personne-là, qui a permis finalement, euh, au travers de cette expérience, qui nous a permis en fait de prendre conscience de tout ça, qui a été notre miroir. Voilà. C'est là qu'on peut véritablement prendre la mesure en fait de notre avancée. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de comment dire du thème que je voulais couvrir aujourd'hui. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses, même si vous n'êtes pas concerné finalement par un système de violence psychologique ou physique, mais qu'en tous les cas, vous aurez compris que comment en effet l'ego, comment le moi en fait obéit à un mental avec ses injonctions, quelles qu'elles soient, euh, compris aussi que quelle que soit l'injonction, à un moment donné, si elle n'entraîne pas, si elle entraîne du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, de la peur, de l'inquiétude et de la souffrance, eh bien je pense que quelle que soit l'injonction, même si celle-ci a l'air d'être encore une fois argumentée, recevable, cohérente et qui a l'air d'avoir du sens, si cela vous continue à vous stresser, à vous angoisser et à causer de la souffrance, c'est qu'il y a de fortes raisons de croire que ce que vous raconte le mental à propos de vous, à propos d'une situation, est totalement faux. Par conséquent, c'est une vision des choses, une perception des choses qui est fausse, et c'est donc un chemin à faire pour aller changer de perception, changer de point de vue par rapport à une situation, une relation, ou à soi-même dans une relation ou une situation. Voilà. Et donc, bah, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Euh, Vous pouvez me retrouver sur Facebook, la page Facebook, et me demander en ami pour pouvoir suivre comment dire mes parutions, donc à Frédéric Dautrive, avec un D apostrophe D, enfin D apostrophe H, enfin D majuscule apostrophe H majuscule. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir été, comment dire, de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis voilà, en ces circonstances un peu particulières qui est le confinement, j'espère que cette vidéo apportera ce qu'elle doit apporter à chacun. Et puis bah, notamment à celles qui sont concernées par la violence, que ça puisse permettre à l'un des deux, voire aux deux protagonistes en effet, à peut-être réfléchir sur la manière dont ils envisagent la relation à l'autre, et, et prendre conscience à quel point il n'y a aucun respect ni de part ni d'autre en fait dans cette forme de relation, qu'il n'y a pas de respect de soi, euh, qu'il n'y a pas non plus d'amour du tout, euh, et que et qu'il est temps en effet de pouvoir prendre conscience l'un et l'autre en fait de ce qu'ils attendent réellement l'un de l'autre, ce qui suppose en effet un dialogue ouvert, un dialogue certes qui peut déranger énormément parce que quand on n'est pas habitué à un dialogue ouvert et sincère, bah, ça peut être très dérangeant,
mais ne pas être dans la réaction de la colère ou de l'indignation ou je ne sais pas trop quoi encore, mais être dans une écoute véritable et peut-être un- une, une entraide mutuelle pour pouvoir aider l'autre à dépasser ses propres limites. Euh, Ce serait peut-être là un chemin à explorer, pourquoi pas. En tous les cas, j'espère que ça sera vecteur de prise de conscience et surtout de compréhension des mécanismes en fait qui opèrent en fait dans chacun des deux. Euh, Encore une fois que je plains à la fois tant pour l'un pour l'autre. Je ne privilégie personne dans cette histoire, tant elle est au départ triste, surtout quand la fin l'est, parce que finalement, ça a été une expérience qui n'a pas trouvé un enrichissement personnel. C'est une expérience qui n'a pas permis de faire sauter les limites. C'est une expérience qui finalement n'a pas permis euh, de stopper la machine mentale de façon à un moment donné à ce qu'elle soit remise en question et qu'on puisse commencer à douter. Encore une fois, le doute est un outil qui peut être excellent quand il est bien utilisé. Je vous laisse sur cette bonne parole et cette réflexion. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à m'en suggérer. Ça me permettrait de pouvoir couvrir des sujets auxquels je ne pense pas forcément, parce que je ne suis pas pour autant spécialement concerné. Ciao.